qui a tué d'un niveau l'ex-directeur général de la police nationale, Philippe Rondeignon, donne un autre nom que Alofa. Madame Actu vous en parle. Bonjour. Vendredi 3 juillet 2026, le procès lié à la disparition mystérieuse de Pierre Urbain Danivo, escadre du ministère de l'économie et des finances, a repris ce vendredi devant la justice béninoise, marqué par une déposition retentissante. Appelé à la barre, l'ancien directeur général de la police nationale DGPN, Louis-Philippe Rondeignon, a fait une déclaration majeure à 10h38 en affirmant, et je cite, « C'est Isidore Akon qui a tué Pierre Urbain Danivo. J'ai été informé par un informateur professionnel. » Fin de citation. Cette affirmation jette une nouvelle lumière sur ce dossier politico-judiciaire qui tient le pays en haleine depuis plus d'une décennie. Lors de l'audience précédente, c'est la défense qui a exigé la comparution de l'ancien patron de la police nationale. Pour l'avocat de la défense, sa déposition est importante pour la manifestation de la vérité. Depuis le déclenchement de cette affaire, c'est Kodjo Alofa qui est désigné comme l'auteur du meurtre de Danivo. Information rapportée par BenWeb TV. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. 16 ans après la disparition de Pierre Urbain Danivo, le procès connaît un tournant inattendu. Alors que l'on attendait des éclaircissements sur les responsabilités des accusés, c'est le frère de la victime qui a créé la surprise. À la barre, Grégoire Danivo a affirmé ne pas considérer Kodjo Alofa et Donatien Amonsou comme les auteurs du crime. Il les invite plutôt à révéler ce qu'il qualifie de montage ayant entouré l'enquête. Dans le même temps, la défense réclame la comparution de l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeignon, estimant que son témoignage pourrait éclairer le dossier. On se pose la question de savoir si on assiste à un changement profond de la lecture judiciaire de l'affaire Danivo ou à un nouvel épisode d'un dossier qui n'a jamais cessé d'alimenter les controverses. Eman Parfait à Niambossou, je vous retrouve rapidement. Vous avez assisté à ce procès-là. Comment ça s'est passé globalement? Ce qu'il faut noter, c'est la première fois, en effet, que dans ce dossier-là, les juges, la partie civile et les avocats ont entendu la famille ou l'un des membres de la famille Danivo. Et comme vous l'avez dit en introduisant cette émission, effectivement, Grégoire, qui est le frère utérin, jeune frère du disparu, est passé à la barre, a fait des déclarations, des affirmations. Et comme vous l'avez dit, il dit effectivement que son frère ne lui cachait absolument rien et que si jamais il devait si jamais il était question d'un bain de nuit qu'il devait faire ce jour-là avec auprès d'un charlatan Alofa, qu'il en serait informé. Mais là où il n'a pas paru clair, c'est par rapport à cette dame, la dame fait à son âme, une dame Legba, qui aurait fait un enfant à Pierre Urbain Danivo et dont Pierre reniait la paternité. Le ministère public lui a demandé plusieurs fois s'il avait connaissance d'un tel dossier de son frère. Mais il a répondu non, qu'il n'en a pas connaissance et tout, et que c'est parce que le frère en question reniait la paternité de l'enfant qu'il n'a pas cru devoir l'informer. Donc, je crois que en clair, c'est ce que vous avez dit, Grégoire Vincent Danivo demande à Alofa. Il dit d'ailleurs que quand il a vu Alofa le premier jour, il lui a dit que jamais lui ne peut être le charlatan de son frère, parce qu'il connaît bien son frère. Et il dit que, bon voilà, que s'il y a un montage, s'il y a des gens qui ont pu approcher Alofa à l'effet de lui faire porter la tuerie ou l'assassinat de son frère, de bien vouloir venir à la barre, témoigner, dire finalement pour que les gens sortent. Mais l'autre aspect sur lequel il est revenu, c'est la dépouille qui a été exhumée au cours de la période là, je crois en septembre ou octobre. La dépouille qui a été exhumée là-bas à Ouamesodo, nous étions là, présents, la date ne m'est pas venue en tête tout de suite. Et dit qu'aujourd'hui, quand on va à Proccy, que la dépouille qui avait été exhumée n'a rien de similaire à ce qui se trouve aujourd'hui à Proccy, qui est censé être gardé dans des conditions de réfrigération correctes. Et que ce qui est là aujourd'hui, c'est des squelettes, et il demande donc au président qui a pris le dossier en charge désormais de faire plutôt une descente, de demander à voir ce qui est là. Et donc, voilà. L'autre question également, c'est quand le président ou le ministère public, s'ils sont prêts aujourd'hui à faire le deuil, il dit même s'ils doivent faire le deuil de leurs parents,
il voudrait l'avoir en entier. Et donc, il dit, rendez-nous le corps en entier pour qu'on puisse vraiment faire le deuil de notre parent. Sur la dernière intervention, c'est par rapport à cette contre-expertise-là qui a été organisée notamment relativement au test d'ADN. Il dit que ce test d'ADN, qu'il doute de ce qu'il en est advenu sur toute la chaîne. Parce que il parle des conditions de prélèvement, des conditions d'envoi des résultats, des conditions. Et donc aujourd'hui, et comme je l'ai dit, c'est la première fois que un membre de la famille est écouté. Mais hier, c'était vraiment plusieurs fois, il a été consolé par des avocats, par et tout, parce que à un moment donné, je crois que l'émotion était forte. C'était les larmes aux yeux qu'il a parlé de son frère et tout. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut retenir de l'audience de ce vendredi. En déchargeant les deux principaux accusés, Grégoire Danivor remet-il en cause toute la construction de l'accusation? Non, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est sa parole contre celle des accusés. C'est sa parole également contre celle contenue dans les éléments de preuve qui sont à la disposition de la justice aussi. Parce que je veux croire que la justice n'a quand même pas mis la main sur Alofa, son complice donatien, juste pour des faits banals, même si à cette époque-là, on a pu noter quand même beaucoup de commissions qui étaient mises en place, commissions ad hoc, sur la base d'une plainte déposée par les travailleurs du ministère de l'économie et des finances, qui ont saisi le parquet. Il y avait également de l'autre côté la famille qui avait déposé une plainte au commissariat et tout. Donc, dans cet embrouillamini, dans ce mêlé-mélo-là, il s'est passé des choses. Et Grégoire maintenant Danivor dit que le jour de l'exhumation, ils ont été convoqués, ils ont été appelés au ministère par l'ancien ministre d'alors, Grégoire Kofodi, qui leur a dit qu'il revient comme ça de Wamé, qu'il y a passé toute la nuit et qu'ils doivent y retourner, donc d'aller s'apprêter pour revenir afin qu'ils organisent le transport sur les lieux. Alors, donc il dit que qu'il a senti quand même certains rapprochements qui lui ont fait croire que c'était un événement monté de toutes pièces. Et donc aujourd'hui, il va falloir pour la justice reprendre encore toutes ces déclarations en compte, les compléments de preuves que détenaient les différents enquêteurs et tout qui sont allés chercher à l'OFA, confronté également à cette déclaration de la dame qui dit avoir été victime d'un vol, je crois d'un vol à l'arraché le 9. Et donc aujourd'hui, je crois que les pistes maîtresses dans ce dossier, c'est deux personnes d'abord. Les deux personnes, c'est quoi, il doit être adjudant à l'époque là, qui était en service au commissariat de Kolakome, un certain Mpokwagu, et une dame, une certaine Hunegla, qui aurait eu des échanges, des échanges répétés sur le téléphone de Danivor au moment où les enquêteurs disent que c'était aux mains de Alofa déjà, qui avait donc déjà commis son forfait. Et le procureur de la République, qui aujourd'hui siège au ministère public, il dit, mais écoutez, j'ai fait les enquêtes, les gens ont été géolocalisés, mais pas sur le territoire national. Et donc il dit, et c'est sur ça qu'il y a eu un peu de commentaires à l'audience, et il dit qu'il promet faire la preuve de ce que les gens ont été géolocalisés, et donc montrer que ces recherches ont été infructueuses sur ce plan-là. Et donc aujourd'hui, et sur cette demande, il dit, mais si le président lui en donne l'occasion ou lui en donne les prérogatives, qu'ils vont passer par les moyens pour poster la comparution à la base de ces personnes-là. Ça veut dire que ces personnes sont peut-être géolocalisées hors du territoire national et donc il va falloir forcément un mandat d'arrêt international pour aller les chercher ou je ne sais pas trop comment ça va se faire. Donc, je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels aujourd'hui la justice, la partie civile, les avocats de la défense disent, mais écoutez, on ne peut pas avoir géolocalisé des Béninois qui sont à l'extérieur et ne pas pouvoir les faire venir à cette audience tout au moins. Donc, l'audience d'hier, je crois que c'était beaucoup plus pour écouter la famille, encore que nous ne sommes pas encore au volet partie civile pour avoir les prétentions de la famille. Le président a rassuré de ce que, oui, il tenait juste à écouter la famille sur ce qu'elle sait de la disparition. C'est vrai que dans la déclaration de Grégoire Mensah Danivor, il dit, quand il a appris la disparition de son frère, son réflexe a été d'aller consulter. Et donc, les consultations en bon africain, il est allé consulter et que c'est là qu'on lui a révélé le nom d'une dame dont l'enfant, de la paternité de l'enfant serait reniée par Danivor et qu'on lui a dit que bon voilà, que c'est ça. Et donc, c'est sur la base de ça que lui, ils sont allés chercher la dame. Après, la dame a été, je crois, gardée à vue, a été libérée. Mais après, cette dame a encore fait la prison et tout. Donc,
Ouais, dans ce dossier-là, c'est un méli-mélo terrible. On se demande bien pourquoi à cette époque-là, ils n'ont pas eu le recul nécessaire pour, comme l'a dit Vigile, le recul nécessaire pour vraiment gérer ce dossier-là. Il y a eu un peu comme de la précipitation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et le grand frère Grégoire Mensah-Daïvo dit aussi que, écoutez, pour un corps qui a été enterré, ça ne peut pas être à cette hauteur-là, que la tombe n'était pas profonde et tout, et que quand quand il y a eu l'exhumation, ils étaient là, il a même été chicoté, c'est ce qu'il a dit. Il dit mais qu'il a reçu une chicote d'eau parce qu'on ne voulait pas qu'il s'approche du lieu d'exhumation et tout. Donc je crois que les déclarations du grand frère Grégoire Mensah-Daïvo viennent un peu rebattre les cartes parce qu'aujourd'hui, le président de l'océan qui est en même temps président du tribunal, je vais nommer, je crois, Azor Oubeou. Il a aujourd'hui des éléments qui lui permettent de mieux conduire le dossier. Et comme il a dit effectivement, Fidèle Vaudounon, c'est que nous voulons une justice claire, une justice nette, une justice qui ne fasse pas dans la précipitation. Parce que je dois rappeler aussi que avant même que le grand frère de Daïvo ne comparaisse à la barre, il y a eu des échanges autour des notes d'audience. Et M. Zifro qui rappelle au président que les notes d'audience c'est repères et qu'il devrait lui-même se faire sa propre opinion de ce dossier. Donc, voilà à peu près ce qui a entouré les contours de l'audience.